Bon, on a terminé tout à l'heure un peu abruptement le résumé concernant le communisme. J'étais en train de dire que certaines des idées importantes du communisme ont quand même percolé jusqu'à nous. On n'est pas du tout rébarbatif au fait d'être collectivement propriétaire de grands morceaux de notre économie. Par exemple, on est propriétaire collectivement de nos hôpitaux, de nos écoles, de notre compagnie nationale d'hydroélectricité ici au Québec, puis de plein d'autres aspects de notre économie euh, sans que ce soit vu comme problématique. Même, en fait, on en est assez content quand on compare un peu ce qui se passe avec un système de santé privé comme celui des États-Unis où les hôpitaux forcés de soigner trop de monde ferment parce qu'ils font faillite, comparé à ce qui se passe ici où on a des hôpitaux dont on est collectivement propriétaire. C'est quand même le fun d'avoir adopté certaines de ces idées-là. Donc, l'idée centrale dans le communisme, c'était de devenir collectivement propriétaire des moyens de production. Puis, cette idée-là, donc, elle a fait son chemin, puis maintenant, elle fait partie du paysage. Ce qu'on reprochait au communisme, un peu dans le résumé de tout à l'heure, le fait que certains États communistes étaient devenus des totalitarismes, puis qu'il y avait eu des exactions qui avaient été commises par ces régimes-là, puis qu'il y avait eu des goulags dans certains pays communistes, puis qu'il y a eu vraiment des millions de morts liés au fait que certains pays ont adopté euh, ce courant de pensée-là d'une manière qui était, disons, un peu sauvage, puis que ça a donné toutes sortes de dérives totalitaires. C'est pas seulement quelque chose qu'on constate du côté du communisme. Du côté euh, capitaliste aussi, il y a eu des exactions qui ont été commises. Euh, puis, quand on a eu l'exposé oral de Olivier Houle sur l'impérialisme, c'est ce qu'on a pu voir un petit peu. C'est l'une des manières dont l'impérialisme des pays capitalistes s'est incarné, celle qui nous est décrite par John Perkins dans son livre Les Confessions d'un assassin financier. Ce qui nous explique en fait John Perkins, c'est que les États occidentaux qui ont besoin d'aller prendre les ressources des pays du Sud, une des manières dont ils fonctionnent, c'est celle qui est décrite là, par John Perkins, parce qu'il a lui-même travaillé dans ce domaine-là pour aller chercher les ressources des pays du Sud, pour perpétuer donc sous un nouveau costume euh, l'ancien colonialisme qui faisait, qui a permis à l'Europe là, de voler les ressources de l'Afrique puis des Amériques au cours des siècles passés en s'installant, en prétendant venir civiliser l'Afrique puis l'Amérique. Les pays d'Europe, en fait, sont allés piller les ressources de manière un peu sauvage. Hein, jusque dans les années 60, ce pillage-là a continué, puis même jusqu'à aujourd'hui, selon certains. Ce que John Perkins nous décrit, c'est le néocolonialisme, une manière dont les États s'y prennent pour aller prendre les ressources dans les pays du Sud. Ça consiste grosso modo en une démarche qui passe par trois phases. La première phase étant d'envoyer des spécialistes euh, pour proposer des projets aux dirigeants des pays du Sud dont on convoite les ressources. Euh, on va un peu corrompre ces dirigeants-là de manière à ce qu'ils adoptent des projets dont la réalisation va supposer des emprunts auprès des banques ou des pays du Nord, des emprunts qu'on va utiliser pour payer des compagnies du Nord pour venir faire des méga projets dans les pays du Sud. Donc l'argent finalement va rester au Nord. C'est des pays du Nord qui vont donner de l'argent, qui vont prêter de l'argent à des pays du Sud pour faire des infrastructures qui vont être un peu inutiles au peuple, mais qui vont surtout enrichir les compagnies du Nord. Puis une fois que les pays du Sud vont s'être bien endettés, en imaginant faire des sous avec les infrastructures qu'on leur a proposées, quand tu vas être bien endetté, on va venir les revoir pour qu'ils payent leurs dettes. Puis comme ils ne seront pas capables de payer ces dettes-là, on va prendre leurs ressources. Cette démarche-là, si jamais elle ne fonctionne pas, parce que les dirigeants du Sud sont conscients de ce qui se passe,
John Perkins nous explique qu'on va envoyer une deuxième vague, ça va être les chacals, c'est le nom qu'il leur donne, des gens dont le job, ce ne sera pas de corrompre les dirigeants des pays du Sud, mais plutôt de les buter. Puis là, comme vous l'avez lu dans l'exposé d'Olivier, il y a des pays qui ont subi ça, des pays qui résistaient à la corruption, des pays dont les dirigeants résistaient à la corruption, puis qui ont été simplement éliminés. Puis la liste est longue là, des dirigeants des pays du Sud qui ont été éliminés par des gens payés par le Nord pour c'est ça, enlever dans nos jambes des dirigeants récalcitrants. Puis si jamais on n'y arrive pas, si on n'arrive pas avec la deuxième manière de faire les choses, là, si on n'arrive pas à corrompre un dirigeant ou à le remplacer par un dirigeant facile à corrompre, on va carrément envoyer l'armée. Puis cette troisième phase-là, là, quand on envoie l'armée, on en a eu des exemples en Irak, par exemple, récemment, ou en Afghanistan, ou en Libye. On pourra en faire une longue liste aussi de pays qui, parce qu'ils résistaient à la volonté qu'avaient les pays du Nord de prendre leurs ressources, se sont fait tout simplement envahir militairement, en déguisant tout ça sous de faux prétextes. On aurait pu avoir une longue conversation en classe sur cet exposé-là. C'est une démarche qui est super intéressante. Donc, ça résume un peu ce que John Perkins décrivait dans son livre « Les confessions d'un assassin financier ». Cette manière-là de fonctionner que les pays communistes ou les pays capitalistes ont adopté puis qui cause des exactions, c'est pas les seuls moyens par lesquels le pouvoir mis entre les mains de quelques individus engendre des conséquences catastrophiques. Le pouvoir, d'après les anarchistes, corrompt toujours ceux qui en sont détenteurs. C'est la raison pour laquelle les anarchistes sont contre toutes les formes de domination que des humains pourraient exercer sur d'autres humains. Ils sont contre toutes les formes de pouvoir, toutes les formes de domination, puis ils vont avoir ça comme leitmotiv commun. Toutes les formes d'anarchistes vont combattre la même chose. Ils vont combattre le fait qu'un humain en domine un autre. Attendez-moi une petite seconde. Les cris ont recommencé, puis j'arrive pas à travailler. Baissez le ton. Donc, l'anarchisme va être ce courant de pensée qui suppose que les humains peuvent s'organiser sans avoir besoin d'un pouvoir pour les contraindre. Cette croyance-là en la possibilité pour les humains de s'organiser par eux-mêmes sans que le pouvoir ne les contraigne, elle va se manifester par des luttes un peu partout sur la planète contre différentes formes de pouvoir. Il va y avoir des anarchistes, par exemple, qui vont lutter contre la mainmise de l'Église sur l'esprit des gens. Il va y avoir des anarchistes qui vont lutter contre le patriarcat, les anarcho-féministes, contre le patriarcat qui donne trop de pouvoir aux hommes sur les femmes. Il va y avoir des anarchistes qui vont lutter contre le pouvoir que l'économie donne aux riches. Il va y avoir des anarchistes qui vont lutter contre le pouvoir trop grand du gouvernement sur les individus. Donc, vous voyez que toutes les formes d'anarchisme ont ça en commun. On lutte contre le trop grand pouvoir de certaines personnes ou de certaines institutions sur les individus au nom de la liberté des individus, puis de la possibilité pour les individus de s'organiser par eux-mêmes avec toutes sortes de modes d'organisation qui supposent que les gens vont garder leur liberté. On va, par exemple, croire en l'autogestion. On va croire que les individus, quand ils se regroupent, peuvent s'autogérer puis se donner eux-mêmes des manières de fonctionner ensemble qui vont supposer que chaque individu s'inscrit librement dans les ententes là, qui leur permettent de fonctionner ensemble. Vous voyez donc que l'anarchisme luttait contre toutes les formes de pouvoir en croyant en la possibilité pour les humains de s'entendre d'égal à égal. Le féminisme, c'est un peu dans le même esprit qui va se construire. Le féminisme va lutter en particulier contre
le trop grand pouvoir, l'inégalité de pouvoir entre les hommes et les femmes. Puis au fil de l'histoire, cette inégalité de pouvoir-là va se manifester de toutes sortes de manières. Puis le féminisme va combattre plein d'aspects de ce trop grand pouvoir-là des hommes sur les femmes, puis de cette position d'infériorité dans laquelle les femmes vont être maintenues trop longtemps. Par exemple, ici au Canada, les femmes vont lutter pour obtenir le droit de voter, tout comme les hommes pour pouvoir participer aux décisions collectives importantes. C'est un droit que les femmes vont gagner à la Première Guerre mondiale pour ce qui est du Canada, à la Deuxième Guerre mondiale pour ce qui est du Québec. Il y a plein de droits comme ça pour lesquels les femmes vont devoir lutter pour les obtenir. Le droit de disposer de leur propre corps, par exemple, le droit de choisir si elles vont mener à terme une grossesse, c'était pas un droit qui était évident à gagner du tout. Puis les femmes ont fini en Occident par gagner ce droit-là. Le droit d'avoir un emploi puis d'avoir un salaire qu'elles gèrent elles-mêmes, ça n'a pas toujours été un droit que les femmes avaient. Le droit de signer elles-mêmes des contrats, ça n'a pas été toujours un droit que les femmes avaient. Les premières femmes à avoir été députées au Québec comme au Canada devaient faire signer leur mari pour avoir un appartement dans la capitale parce qu'elles ne pouvaient pas elles-mêmes signer une hypothèque. C'est dire à quel point la situation a progressé. Le droit d'aller à l'école dans tous les domaines qu'elles pouvaient choisir, c'était pas non plus un droit que les femmes ont eu de tout temps. Les premières femmes à pouvoir étudier en médecine ont dû se battre là, pour être respectées dans ces études-là. Puis le combat du féminisme continue encore aujourd'hui parce qu'il y a encore des conquêtes qui sont nécessaires. Aujourd'hui, par exemple, on constate encore que dans la vie domestique, les tâches liées au bon fonctionnement de la maisonnée sont pas toujours également réparties dans les différents pays. Il y a des assez grosses différences entre les tâches que les hommes prennent sur eux puis celles que les femmes prennent sur eux. Ici, le nouveau front de lutte, on commence à parler pas mal de la charge mentale, les femmes ayant sur elles le poids de l'organisation des différentes tâches familiales, de l'horaire, par exemple, que les enfants doivent suivre, ou de tout ce qu'il faut gérer là, dans la vie quotidienne. Tout en ayant quand même à travailler en plus en dehors de la maison. Le droit, par exemple, d'avoir des garderies à faible coût, c'est un droit que les femmes ont dû conquérir de manière à pouvoir sortir de chez elles pour travailler et occuper un emploi qui les rémunère correctement. Tous ces droits-là, donc, c'est des droits que les femmes doivent continuer de conquérir parce que même si la situation s'est un peu améliorée ici en Occident puis ici au Québec, ben il y a encore des conquêtes à faire. Puis même les conquêtes qui ont été gagnées ne sont pas toutes gagnées de façon définitive. Il y a encore des gens qui croient que, par exemple, les femmes ne devraient pas avoir le droit de décider elles-mêmes si elles se font avorter ou non. Il y a des États américains dans lesquels on remet ça en question. La Cour suprême aux États-Unis même, il y a des juges qui considèrent qu'on devrait remettre en question ce droit-là obtenu par les femmes. Fait que vous voyez que le féminisme est pas du tout un courant de pensée qui a terminé son travail. Maud Larouche nous a fait un exposé oral sur le masculinisme. Vous avez vu dans l'exposé de Maud Larouche que le masculinisme, c'est une suite d'une certaine manière du travail que les féministes ont commencé. Évidemment, il y a comme des courants de pensée dans le masculinisme qui vont dans des directions assez variées. Il y en a qui sont très attachés à l'ancien modèle puis qui voudraient revenir à un patriarcat dans lequel les femmes restent en position de subordination. Puis malheureusement, ben, cette version-là du masculinisme occupe beaucoup d'espace parce que les gens qui sont nostalgiques du pouvoir que les hommes avaient sur les femmes auparavant sont assez vociférants, puis ils occupent de l'espace. Mais il y a aussi un masculinisme qui cherche à établir une sorte de solidarité entre les hommes, comme celle que les femmes ont eue entre elles, de manière à lutter contre les problèmes qu'elles avaient de manière collective pour obtenir
des conditions de vie qui sont un peu meilleures pour elles toutes, les hommes, on peut s'inspirer de ce travail-là, puis s'inspirer de ce travail-là pour dire nos souffrances, puis pour faire changer la société là où elle doit changer, de manière à ce que la condition de vie des hommes devienne pas désastreuses, puis que les douleurs collectives que les hommes vivent trouvent des solutions. Par exemple, les taux de suicide sont extrêmement élevés chez les hommes. Il faut qu'on réussisse à trouver une solution à cette problématique-là ensemble. Puis il ne s'agit pas de lutter contre les femmes, mais il s'agit d'avoir, comme elles, une solidarité qui nous permet d'avoir avec elles l'objectif de construire une société juste dans laquelle aucune souffrance ne sera laissée sans solution. C'est un peu l'objectif que les masculinistes, dans la version saine qui en existe, poursuivent. On a eu, ça complète là, pour ce qui est du masculinisme. Vous voyez que on a à toujours maintenir cet esprit de surveillance du pouvoir que les hommes ont sur les femmes et que les femmes peuvent avoir sur les hommes pour maintenir une société égalitaire, puis éviter que le surcroît de pouvoir, quelle que soit la personne qui réussit à l'acquérir, nous fasse pas perdre une partie de l'intelligence collective en plaçant des personnes en position de soumission, quel que soit leur sexe ou leurs conditions. C'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut se construire une démocratie qui donne des droits à tout le monde. Dans la réflexion concernant la démocratie, Alexia Lavoie nous a présenté un exposé oral qui nous montrait de quelle manière on pouvait prendre contact avec les élus aux différents échelons de nos démocraties. On a des démocraties locales dans lesquelles dont on peut voir les travaux là, dans les conseils municipaux. Ils ont des responsabilités qui sont surtout tournées vers la gestion des enjeux très locaux. Là. Quand on va à la municipalité, c'est pour que la gestion du lieu où on vit soit bien accomplie. Puis on peut interpeller nos échevins, nos représentants en allant au conseil de ville, en posant des questions. Puis Alexia Lavoie nous a bien montré quelles étaient les responsabilités de ces élus-là, qui sont très vastes. Oui, il y a la gestion de la qualité des rues puis de la voirie, mais il y a aussi les loisirs qui sont offerts aux citoyens. Il y a aussi la taxation qui est faite des entreprises puis des individus puis des édifices de manière à financer des services décents. Il y a plein de responsabilités qui relèvent des municipalités, puis ça vaut la peine de connaître ces élus-là, parce que c'est ceux qui sont les plus proches de nous, puis avec lesquels on peut le plus facilement interagir fréquemment. Elle nous a parlé aussi des élus provinciaux, puis des élus fédéraux qu'on peut aussi contacter. On a un représentant du gouvernement provincial qui est ici à Alma, dont on peut visiter le bureau dans le complexe Jacques-Gagnon pour aller poser des questions à son équipe qui lui seront transmises. Le gouvernement provincial ici au Canada s'occupe d'éducation, s'occupe de la dispensation des soins de santé, s'occupe de toute une panoplie de services pour lesquels on peut le solliciter. Puis le gouvernement fédéral a aussi des représentants ici à Alma. Nous, on a un représentant de l'une des oppositions qui a été élu par notre population, puis son bureau est ici à Alma, puis on peut aller le visiter aussi. Les coordonnées de ces élus-là sont assez faciles à trouver sur Internet, puis on peut leur téléphoner, on peut leur écrire, on peut les visiter, de manière à garder avec eux le contact qu'on doit garder, parce que ces élus-là, ils ne sont pas nos maîtres. On n'est pas dans une monarchie qui se choisit des représentants locaux. On est dans une démocratie, puis c'est nous, le peuple, qui choisissons ces élus-là. Puis ils sont, d'une certaine manière, nos employés. Puis quand on leur dit qu'est-ce qu'on pense qu'ils devraient faire, on leur indique, on leur donne des idées qui peuvent finir par se matérialiser, qui peuvent finir par prendre vie. Ça vaut la peine, donc, de leur parler à ces élus-là, de manière à construire une sorte de démocratie participative,
comme on l'imaginait un petit peu plus tôt dans un autre exposé. Voilà pour cette troisième partie en fait, du résumé des exposés.